Nous parlons à présent de la CEDEAO. John Mahama croit au retour des pays de l'AES. Le président ghanéen John Dramani Mahama est en visite auprès de son homologue ivoirien Alassane Ouattara ce 5 mars a abordé le sujet du retour effectivement du retour des pays de l'AES à la CEDEAO avec son homologue ivoirien. Pour Alassane Ouattara, l'organisation sous-régionale mettra tout en œuvre pour leur apporter toute l'assistance nécessaire pour faire face aux crises qu'il rencontre. De son côté, John Mahama a déclaré qu'il était mieux de rester dans une sous-région de 15 que d'aller créer une communauté de 3 pays et qui fera tout, en tout cas pour le convaincre de leur retour. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Le président ghanéen John Dramani Mahama, de même que son homologue ivoirien, sont optimistes à l'idée d'un retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO, alors que ce départ a été officialisé fin janvier. Oui, c'est vrai que le départ a été officialisé depuis fin janvier, mais il y a un fait qui donne aujourd'hui assez de crédibilité au président ghanéen John Mahama Dramani. Il nous en souvient que lors de sa cérémonie de prestation de serment, l'un des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, a fait le déplacement d'Accra pour assister à cette cérémonie. Donc cela voudrait dire qu'il y a déjà une proximité ou bien il y a un couloir d'échange entre l'AES et le président ghanéen. Et le fait que le président ghanéen se soit déplacé aujourd'hui du côté du palais présidentiel du plateau à Abidjan pour prendre langue avec le président ivoirien qui est un poids de la CEDEAO. Et c'est vrai également que nous connaissons les premières positions du chef de l'État ivoirien, mais les faits se sont passés, l'évolution a essayé de donner également un coup de balai, mais l'essentiel de cet appel qui est lancé, non pas uniquement par le président ghanéen, mais également avec l'assentiment du président ivoirien, c'est qu'il faut demander à ces pays de l'AES de maintenir un cadre de dialogue qui permettra à ce que on espère un retour de ces 3 pays au sein de la CEDEAO. Et vous l'avez aussi bien dit, donc c'est mieux toujours de fonctionner dans une dynamique de 15 au lieu de 3. Ça, c'est disons un décor qui est planté également par le président ghanéen, mais toujours est-il que pour rassurer les pays de l'AES, il va falloir que la CEDEAO mouille bien le maillot pour essayer de les rassurer, pour dire tout ce qui a été dénonciation faite par ces 3 pays, qu'on puisse y apporter des touches qui puissent les conforter qu'un retour au sein de la communauté CEDEAO va satisfaire toutes les ambitions ou bien va rassurer toutes les parties. Mais déjà, nous devons saluer cette démarche ou bien, disons, cette ambition du président ghanéen de revoir les pays tels que le Mali, le Burkina et le Niger revenir à la maison. Mais avant que ces pays ne reviennent, c'est ce que je disais tantôt, il reste aujourd'hui à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO de les convaincre, de leur donner assez de garanties pour dire ce qui a été dénoncé par ces pays membres de l'AES ne se reproduira plus au sein de la communauté. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors, Pasteur Edo, le président ghanéen John Dramani Mahama et son homologue ivoirien Alassane Ouattara sont optimistes à l'idée de voir les pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger, revenir dans la CEDEAO. Ils espèrent que les négociations, les discussions qu'effectuera le président ghanéen puissent pousser ces 3 pays à reconsidérer leur position et revenir dans cette sous-région qu'ils ont quittée de façon officielle et définitive en fin février, 24 janvier, excusez-moi. En tant que dirigeant des pays, enfin de la CEDEAO, eux, ils peuvent être optimistes. Mais moi, sur ce plateau, je suis sceptique, même si je sais que le président ghanéen entretient de très bonnes relations avec les pays de l'AES, notamment le président Ibé, qui est allé à la prestation de serment à Accra, avec beaucoup de mouvements. Il était accueilli en héros
il était accueilli en héros à Saint-A. Je suis arrivé. Bon, donc, ça donne quand même une impression que le président ghanéen peut aller même convaincre les pays de l'AES à venir à retourner à la CEDEAO. Moi, je dis que si cela arrivait, on dirait tout ça pour ça. Tout ça pour ça. À qui vous le diriez? Oui, non, je dis, est-ce que non, les 3 pays de l'AES ont fait tout ça pour ça, pour revenir à la CEDEAO? Je crois qu'ils ont déjà dit à qui veulent leur entendre, c'est-à-dire au président togolais, au président sénégalais. C'est eux qui étaient les médiateurs. Et ils ont tenté, mais ils n'ont pas pu réussir. Et je pense que c'était irréversible. C'est une décision irréversible de la part de ces 3 dirigeants qui sont dans une autre dynamique, aujourd'hui. C'est la souveraineté et surtout des pays qui veulent régner sur leurs ressources minières. Et donc, ce qui n'est pas le cas de certains pays qui continuent de commercer librement, de vendanger leurs ressources minières aux pays occidentaux, notamment la France. Bon, quelle garantie on peut leur donner aujourd'hui? Quelle garantie le président Mahama va donner aux pays de l'AES et à leur population qui sont motivés, super motivés, pour voir ce que l'AES peut leur apporter? Je ne pense pas que ça peut être possible. Bon, ce qu'on peut attendre, c'est qu'il y ait quand même une collaboration, qu'il y ait un dialogue permanent, puisque les pays, les populations de l'AES et de l'Afrique et de la CEDEAO et du reste des pays de la CEDEAO veulent continuer par vivre ensemble. Ça doit être une garantie. Mais maintenant, dire que à ces pays de revenir à la CEDEAO, je crois qu'ils se seraient quand même remis la corde au cou. Ils sont libérés de la servitude occidentale. Donc, il n'y a plus de raison qu'ils reviennent. Ce serait une manière de vomir, de vouloir avaler encore ce qu'ils ont déjà vomi. Parce que la Côte d'Ivoire, il a dit tout à l'heure que c'est le poids lourd. C'est vrai qu'au niveau de la CEDEAO, c'est le poids lourd de la CEDEAO en termes économie, en termes infrastructure. Donc la Côte d'Ivoire pèse dans la sous-région. Et justement après, dans la sous-région, à cause de ces relations vraiment, ces relations amicales, fraternelles avec la France qui lui accorde tout ça. Donc aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire va renoncer à tout ça là pour aller dans la dynamique des doléances évoquées par les pays de l'AES qui sont aujourd'hui dans une dynamique de souveraineté et d'indépendance? Ça va être très, 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 très dynamique. C'est trop tôt de se donner espoir que d'être déçu à la fin. En tout cas, les peuples de l'AES, dont moi je suis ambassadeur, ne seront pas ambassadeur, il faut le préciser sur ce plateau. Dont je suis ambassadeur, ne seront pas du tout d'accord. Et donc, moi je dis que le président ghanéen a raison d'évoquer sur ce sujet avec le président ivoirien, mais ce n'est pas le président ivoirien n'est pas le chef d'État le mieux placé dans cette histoire. On sait comment ils étaient l'aile dure de l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger, et surtout les sanctions injustes, inhumaines qui ont été prises contre ces pays lors des coups d'État et qui ont vraiment fait du mal aux populations de ces pays-là, qui aujourd'hui se redressent de tous ces embargos économiques-là, de toutes ces sanctions-là. Donc aujourd'hui, tout ce qui est, c'est que ces 3 pays ont créé une communauté. Il va falloir que la CEDEAO prenne acte et que continue de commercer, de dialoguer, mais pas dans le sens de retour, de leur retour au niveau de la CEDEAO. Merci beaucoup. Pasteur, je rappelle que la CEDEAO a déjà pris acte de leur départ, confirmé d'ailleurs à leur départ. Et maintenant, certains chefs d'État sont optimistes quant au retour. Robert Kossigin-Akwete, peut-on espérer réellement un retour de ces pays au sein de la CEDEAO? Je pense que cette question va être réglée avec le temps. C'est le temps qui va régler ce problème. Ensuite, je ne pense pas que une déclaration devant les caméras puisse régler ce problème. Il fallait laisser le temps au temps, continuer le dialogue dans les coulisses. C'était pas bien de dire cela lors de la conférence de presse conjointe? À voir toutes les dispositions prises par les chefs d'État, les leaders politiques de l'AES,
qu'on dise devant les caméras que leur retour est imminent ou que leur retour est possible, ça leur rendrait la tâche difficile, parce que avant qu'ils ne reviennent à la CEDEAO, il faudrait qu'ils trouvent les mots justes pour convaincre d'abord leur jeunesse. Vous savez, leur force, c'est la jeunesse. C'est un peu difficile à eux aujourd'hui de dire ok, nous retournons comme ça, comme un coup de bâton magique dans la CEDEAO. Non, c'est un peu difficile. Il fallait plutôt travailler avec eux, les rassurer, et que la CEDEAO ne soit plus dirigée par le concert des chefs d'État, mais que la CEDEAO soit plutôt dirigée par sa commission et le Parlement de la CEDEAO. Si on faisait ça, donc on dirait que on devient une CEDEAO des peuples. Voilà, et non une CEDEAO dirigée par le conglomérat des chefs d'État qui décident selon leurs intérêts et selon leurs partenaires stratégiques. Voilà. Donc pour moi, il ne fallait même pas dire ça devant la télé, il fallait laisser le temps au temps et poser des actes qui peuvent rassurer les chefs d'État sahéliens que plus jamais il n'y aura pas alors de ces faiblesses qu'a connues la CEDEAO vis-à-vis d'eux par le passé. Et surtout, il va falloir qu'on vide ces problèmes d'embargo et tout, parce que ça devient une blessure. Ça devient une blessure à l'âme de ces chefs d'État, de ces autorités et même de ces peuples. Il va falloir un dialogue au cours duquel on va d'abord vider ce dossier. S'il y a des excuses à présenter, s'il y a même des réparations à faire, que les chefs d'État, pas la CEDEAO, que les chefs d'État de la CEDEAO alors payent tout ce qui a été gâté en ce moment-là, ces pays-là, et que voilà, la CEDEAO devienne la CEDEAO des peuples, et que la force et les décisions reviennent au Parlement et à la Commission qu'aux chefs d'État. Merci beaucoup. À vous, Robert Constantin. Alors, CRIDOTT, l'organisation sous-régionale, est dans sa 50e année. Est-ce le moment de tirer des leçons de certaines erreurs, peut-être de se réformer et de se réinventer, si je puis me le permettre, et espérer quand même un retour de ces pays? Est-ce que d'ailleurs l'idée d'un retour de ces pays est concevable à l'étape actuelle? Non, je crois que lorsque nous vivons dans l'espoir d'un lendemain meilleur, donc on ne peut pas empêcher, disons, les gens de penser, d'imaginer à ce que les trois pays retournent ou bien reviennent à la CEDEAO. Et je crois que ce n'est nullement l'intention à l'issue de la rencontre de ce jour. Donc je voudrais juste nuancer un peu les propos de mon cher ami à côté. En fait, c'est la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui avec les deux présidents ivoiriens, ghanéens. Donc c'était juste des intentions, c'était juste des souhaits. Rien n'est dit que on ne peut pas à ce stade dire que la CEDEAO a décidé que les trois pays reviennent en son sein. C'est les chefs d'État qui sont optimistes. C'est les chefs d'État qui manifestent un certain optimisme. Et vous allez voir que le chef de l'État ivoirien, au cours de ce point de presse, a convié son homologue ghanéen à, disons, s'investir, à convaincre ces trois pays de retourner à la CEDEAO. Et quelle a été sa réponse? C'est de dire que, en fait, il a une certaine conviction que rien n'est encore perdu, mais il va s'employer pour voir la possibilité, dans quelles conditions ces pays de l'AES vont retourner à la CEDEAO. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, qu'il y ait déjà une prise de conscience. Vous savez, le fait que le président ivoirien, le pasteur Edo, comme il a dit, nous avons vu ses réactions, disons, je ne parlerai pas, c'est non seulement épidermique, mais c'est relations qui étaient assez dures, assez sévères, comme si c'est un père de famille qui intimait l'ordre à son enfant de rentrer dans sa chambre, de ne plus prendre son déjeuner ou bien son dîner. Donc à un certain moment, les responsabilités aujourd'hui sont bien situées. Que le chef de l'État ivoirien fasse profil bas aujourd'hui et puis emploie un langage, disons, apaisant, donc c'est dire qu'il a fait cette introspection et il sait que les postures de la CEDEAO à un certain moment ont été des postures assez rigides qui n'ont pas permis à ce que ces
trois pays aient encore confiance en l'organisation sous-régionale, mais ces postures les ont plutôt repoussées, et c'est cela qui est concrétisé aujourd'hui par la création des États de l'AES. Maintenant, la mission, en fait, quand je parlais de décret qui n'est pas pris, donc c'est une mission de plaidoyer que le chef de l'État ghanéen fera aussi, comme l'ont déjà fait les présidents sénégalais et togolais. Donc c'est une communion d'actions, espérons qu'au bout du rouleau, qu'il y ait des lueurs d'espoir. Je dis qu'il y ait des lueurs d'espoir. Et les lueurs d'espoir, c'est par rapport aux garanties, par rapport, disons, à cette réinvention même de la CEDEAO qui va rassurer ces pays s'il faut rester encore dans cette dynamique-là. Et il y a aussi un sujet qui est très important. Lorsqu'on voit le vocable au niveau de ces trois pays de l'AES, en fait, leur adversaire premier aujourd'hui c'est la France, disons-nous. Donc c'est la France, pas parce qu'ils insinuaient que la France a une certaine mainmise sur les décisions au niveau de la CEDEAO. Quitte maintenant la conférence des chefs d'État de la CEDEAO de rassurer ces pays que même si par le passé ça a donné l'impression, ce n'est plus au goût du jour. Donc ce sont des actions qui vont se faire dans le temps, comme l'a dit à côté mon co-débatteur. Donc ce n'est pas parce qu'ils se sont vus aujourd'hui que demain il va prendre son téléphone ou bien aller au Niger, au Burkina, au Mali pour dire revenez dans la CEDEAO. Non, ces pays, même si il arrivait qu'ils manifestaient l'intérêt toujours pour la CEDEAO, ils vont poser des conditions parce qu'ils ont dénoncé des choses avant de sortir. Et ce qu'ils ont dénoncé, c'est la posture au niveau de la conférence des chefs d'État. Et vous savez, dans l'architecture même de la CEDEAO, les grandes décisions politiques sont prises au niveau de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Maintenant, la commission de la CEDEAO, par sa présidence et ses démembrements que sont les commissaires et les directions, les divisions, ne font qu'implémenter les grandes décisions qui sont prises au niveau des sommets des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, c'est toute une dynamique. Mais on peut se réjouir que le président ivoirien soit dans une logique aujourd'hui de trouver d'apaisement, de trouver des solutions pour que les trois pays rejoignent la CEDEAO. Donc ça, c'est déjà un pas. Mais ça ne se limite pas seulement au verbe. Même si dans la Bible on dit que le verbe s'est fait chair, il va falloir qu'ils concrétisent leur desiderata, leur main tendue par un meilleur comportement au sein de la communauté. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Est-ce qu'on peut déjà imaginer quelque chose qui puisse faire changer d'avis à ces pays de l'AES, et si oui, si ça devrait venir de la CEDEAO, que doit-elle faire alors que l'organisation s'apprête à célébrer son 50e anniversaire, 50 ans, c'est assez pour faire le bilan de son parcours et peut-être de se réinventer. Qu'est-ce que la CEDEAO a à faire peut-être pour attirer un nouveau regard de ces pays de l'AES sur elle? Bon, malheureusement, la CEDEAO va célébrer ses 50 ans sans être au complet. C'est dommage parce qu'il y a trois pays qui sont amputés, et donc il faut voir quand même que le divorce est consommé, ça nous tous nous le savons. À l'agenda, il n'y a pas question de retour des pays de l'AES à la CEDEAO. C'est vrai que Credo l'a dit tout à l'heure que c'est juste un souhait, c'est tout à fait normal de faire ce souhait, mais aujourd'hui avec tout ce que ces pays sont en train de traverser, notamment le terrorisme, ces pays ont plusieurs fois évoqué le fait que la CEDEAO les a laissés, ne les a pas soutenus dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi justement le président ivoirien a abordé cet aspect de la question. Oui, mais apparemment ils seront beaucoup plus attentifs à ces besoins. C'est trop tard. Ils avaient des armées en attente pour aller agresser le Niger, mais il n'y avait pas d'éléments, des forces pour aller combattre le terrorisme dans ces pays. Et vous voyez que c'est quand il s'agit de leur intérêt, ils ont la possibilité. Donc aujourd'hui, c'est dire que la CEDEAO n'a pas d'argument à aller convaincre les pays de l'AES à retourner, parce que je dis, il y a une longueur, ils ne sont plus à la même longueur d'ordre. Surtout on sait que la France a souvent intimé de l'ordre, a donné des instructions aux dirigeants africains. Vous vous rappelez, entre-temps, quand le président ghanéen sortant était président en exercice de la CEDEAO, Macron a dit qu'il a appelé au téléphone le président ghanéen pour lui donner des instructions. Vous vous rappelez, on se rappelle de ces propos-là. C'était le président
président ghanéen Nana Akufo-Addo. Donc, comment est-ce qu'un président français peut appeler un président africain pour lui donner des instructions? Et il a dit ouvertement. Vous voyez que c'est des écarts de langage. Donc aujourd'hui, la CEDEAO, l'un de se réinventer pour être une communauté des peuples, ne pourra jamais convaincre les pays de l'AES à retourner en son sein. Alors, que doit-elle faire pour les convaincre? Ou bien il n'y a rien à faire? Non, je dis, les peuples de l'AES et les peuples de la CEDEAO ne sont pas des peuples, les peuples ennemis, ne sont pas des ennemis. Les peuples sont déjà intégrés. Les peuples entre nous, entre Maliens et Togolais, entre Maliens et Nigériens, entre Burkinabés et Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Les peuples se comprennent. Les peuples n'ont pas de problème. Donc, AES et CEDEAO, il n'y a pas de problème. Donc, le problème, c'est entre les dirigeants et surtout la posture de la France à pouvoir donner, à diriger, à vouloir diriger la CEDEAO. Donc, aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas de... la CEDEAO n'a pas d'argument pour aller convaincre les pays de l'AES. Il n'y en a pas du tout. Parce que le fossé est grand. Le fossé entre CEDEAO, entre communauté CEDEAO et l'AES, le fossé est tellement grand que pour y arriver, il va falloir que les ailes tombent. Il faut faire tomber beaucoup de murs. Il faut même, si vous dites, le mur de Jéricho. Il faut faire tomber même le mur de Jéricho pour qu'il y ait la possibilité de pouvoir se retrouver. Donc, vous voyez que la CEDEAO, même l'un de ce sujet-là, la CEDEAO aujourd'hui avec la Guinée-Bissau, on voit comment est-ce que ce président est en train de traiter même la délégation de la CEDEAO. Vous imaginez, est-ce qu'il y a une certaine crédibilité? Menacer une délégation de la CEDEAO. Donc, la CEDEAO continue d'avoir des problèmes. Et elle est loin de se tirer d'affaire en son sein. Donc, moi, j'avoue quand même que les pays de l'AES ont pris une certaine longueur d'onde, une certaine avance aujourd'hui, et revenir au sein de la CEDEAO, mais c'est eux qui politiquement, ils sont finis. Ces pays de la CEDEAO, les dirigeants là seront finis et les peuples ne leur pardonneront pas de sitôt un certain engagement vers la CEDEAO quant à ce qui concerne le retour. Il peut y avoir des échanges. On peut continuer. La porte de dialogue ne doit pas être fermée entre la CEDEAO et les pays parce que nous avons des intérêts communs. Qu'on ne le veut pas, nous avons des intérêts communs avec les peuples, avec les frontières. Il faut définir tout ça. Et ce n'est pas le dialogue. Ce n'est pas des négociations qu'il faut faire tout ça. Et ça, personne ne peut être contre ça. Les peuples des pays ne peuvent pas dire aux dirigeants de ne pas négocier avec la CEDEAO par rapport à certains ajustements structurels qu'il faut faire entre les deux entités. Mais revenir, je crois qu'il est trop tôt et même pour l'histoire, on ne pourra jamais dire jamais, mais on ne pourra jamais dire jamais. Mais je crois qu'il y a une certaine débarcation entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Mais nous restons quand même les mêmes peuples. Nous restons les mêmes peuples. Merci beaucoup, Pasteur, pour vos contributions. Alors, Robert Kosigan, que doit faire la CEDEAO au moment où l'organisation est en train de célébrer ses 50 ans pour peut-être attirer un regard plus favorable ou plus positif des pays de l'AES qui ont décidé de quitter la barque CEDEAO? Que faut-il faire quand on voit que certains chefs d'État sont optimistes ou voudraient que ces pays reviennent à l'organisation? Que doit faire l'organisation elle-même pour que cela soit possible? Je l'ai déjà dit tantôt qu'il faudrait que la CEDEAO soit dirigée par le Parlement. C'est-à-dire revoir la structure de fonctionnement de l'organisation. Okay. De l'organisation. Parce que vous savez, les chefs d'État sont inféodés à des puissances étrangères qui les contrôlent et qui parfois leur donnent des instructions qu'ils suivent, ne serait-ce que pour garder leur fauteuil, pour garder le pouvoir d'État. Et donc, s'il faut continuer avec les chefs d'État qui décident du sort de la CEDEAO, je ne pense pas qu'il y aura un nouveau mariage entre les pays sahéliens et la CEDEAO. Ça, je ne pense pas. Et de deux, il y a aussi les chefs d'État de la CEDEAO qui posent des bananes, posent des pots de bananes sous les pieds des autres États pour qu'ils ne commercent pas, ils ne traitent pas avec les pays sahéliens. Ça aussi, il faut combattre ça. Il faut le combattre parce que parfois, c'est celui qui fait ça qui a aussi des relations très fortes avec la France et qui ne dit pas son nom. Donc moi, je dis que quelque part aussi, il va falloir que les chefs d'État parlent d'un même langage. Et que tous ceux qui veulent traiter avec
les pays de l'AES alors puissent avoir les coudées franches et libres pour pouvoir travailler avec eux, que voilà, entre eux, qu'il n'y ait pas alors des coups bas, tout ça là, qui peut susciter des problèmes entre les pays, certains pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Ça aussi, il faut combattre ça. Maintenant, l'autre côté, c'est de couper avec la France, disons ça ouvertement. C'est-à-dire le premier déclic qui peut intéresser les autorités sahéliennes à discuter avec, pas de la possibilité de retour, mais à discuter de certaines collaborations avec la CEDEAO, c'est de quitter totalement la France. Quitter totalement la France et que aucun président élu en France ne prenne son téléphone pour demander de l'argent ou pour demander alors à un chef d'État de la CEDEAO alors de prêter son pays pour qu'on fasse un coup pour un autre pays. Ça aussi, il faut combattre ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que nos chefs d'État de la CEDEAO sortent de cette petitesse. Ils sont élus par des pays souverains. Ils ne peuvent pas recevoir de l'ordre d'un autre pays, d'un autre président d'un autre pays. C'est comme eux, ils sont devenus des préfets. S'il faut garder son pouvoir en main, on n'a pas besoin de la France. Si vous travaillez très bien, si vous gouvernez bien, je pense quand même que vous aurez alors le support, le soutien de votre peuple librement. Vous pouvez faire les deux mandats ou le mandat prévu par la Constitution. Et je pense aussi que le protocole additionnel de la CEDEAO est un instrument qui peut intéresser les chefs d'État de l'AES à voir qu'il y a de changements dans le pays de la CEDEAO. C'est-à-dire que ce que la Constitution a prévu pour le délai, la limitation de mandat et tout, il faut respecter la Constitution sur le point de mandat. Voilà, le nombre de mandats à faire. Dès que vous le faites, vous cédez, parce que vous savez, nul ne détient le savoir. Pour plusieurs personnes détiennent le savoir. Personne dans la science infuse du savoir. Dès que vous finissez votre mandat, vous passez la main à celui qui va vous suivre et couper totalement avec la France. Et surtout, ne pas héberger alors des terroristes ou des mercenaires pour aller envahir les pays de l'AES. Les autres pays de l'AES, ça aussi c'est important. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. Credo Tété, vous voulez ajouter quelque chose, mais rapidement. Oui, rapidement. Donc je voudrais dire que lorsque on parle de la CEDEAO, il faudrait qu'on ait un peu de réserve aussi pour ne pas donner l'impression comme quoi la CEDEAO est pilotée par la France, parce que les informations, la CEDEAO a certes des partenaires, et les partenaires de la CEDEAO, on a l'Allemagne, la Chine, on a l'Union européenne. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que lorsque vous faites les investigations aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, on vous dira que la France n'est même pas parmi les 5 partenaires de la CEDEAO, les 5 premiers partenaires de la CEDEAO. Mais on conçoit qu'il y a certains chefs d'État de la CEDEAO qui se retrouvent implicitement dans les actions, bien qui ont des accointances avec, disons, des chefs d'État, des présidents de la France. Et également, je voudrais nuancer, vous savez, le fait que à un certain moment, le président français Emmanuel Macron, qui a fait une sortie malencontreuse ou bien une mauvaise sortie en disant qu'il va appeler le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, l'ancien président ghanéen. Donc je crois que lorsque vous avez dans votre cour des enfants qui à un certain moment ont décidé de rompre avec la docilité morbide, on pique une crise. Donc moi je mets de doute, est-ce qu'il a réellement appelé le président ghanéen pour lui donner des instructions, ou bien c'est juste une façon de dire que nous sommes là, que nous vous contrôlons d'ailleurs. Mais il va falloir qu'on puisse donner ces précisions pour qu'on puisse avoir une bonne opinion. Maintenant, il faut changer les choses, il faut chercher à réinventer la CEDEAO avec les 50 ans pour rassurer les pays là, pour revenir un jour. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.